Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un petit peu particulière puisqu'elle va être basée sur l'actualité récente et je pense que de temps en temps je referai des petits numéros comme ça assez courts pour vous parler d'événements qui concernent le monde agricole. Alors le premier événement dont on va parler c'est la pénurie de moutarde. La deuxième chose c'est les aléas climatiques, notamment les assurances, la protection des agriculteurs, qu'en est-il vraiment? L'influence ensuite de la sécheresse et du manque d'eau sur la dynamique des sols, ça me semble être un sujet qui est très important. Donc sur ces trois sujets, on va démarrer par le premier, la moutarde. Alors je l'ai presque qui monte au nez parce que ça me fait un petit peu sourire et en même temps ça m'agace fortement de voir que l'on parle de pénurie de graines de moutarde alors que depuis plus de 25 ans, les graines de moutarde proviennent du Canada et la moutarde dite de Dijon est fabriquée avec des graines étrangères depuis au moins 25 ans. Alors c'est triste, la première des raisons elle est purement économique, hein, même à 5 centimes d'euros du kilo, de toute façon l'industriel il fait toujours ce choix-là. L'Europe n'a pas protégé l'appellation moutarde de Dijon, en protégeant éventuellement une zone ou plusieurs départements dans lesquels elle aurait pu être produite. Et la troisième raison, c'est aussi une raison technique, hein, c'est-à-dire que la moutarde est une cousine très proche du colza, colza qui est une culture importante dans ces régions-là, qui est même la tête d'assolement comme on l'appelle, c'est-à-dire celle que l'on fait avant des céréales. Et parce qu'elle améliore le sol, parce qu'elle fait une rupture dans l'assolement, sauf que depuis plusieurs années, ces régions-là ont du mal à faire du colza pour des raisons techniques, des problèmes d'excès d'insectes, hein, de pression très forte de ravageurs, avec des solutions techniques qui se sont en allées les unes après les autres et qui ne permettaient plus, malgré des beaux discours ou des méthodologies de semis très précoces, etc., qui n'ont pas apporté les résultats escomptés. Les agriculteurs se sont retrouvés tout seuls et ont abandonné le colza. Et évidemment, en partie, hein, ils sont en train d'y revenir un petit peu. Mais la moutarde, bah, c'était pareil, hein, même sanction, il était même impossible dans certains cas de la faire. Elle se faisait complètement ravagée par justement les insectes problématiques de la culture du colza qui sont les mêmes pour la moutarde. De plus, la moutarde est une culture mineure, c'est-à-dire qu'elle a peu de produits homologués pour être utilisés dessus. Donc ça aussi, ça posait un problème. Donc finalement, on va attendre une bonne récolte l'année prochaine des Canadiens qui fera que de toute façon le problème il sera enterré et que les quelques agriculteurs qui se lanceront dans la moutarde retomberont toujours dans le même problème qui est le coût puisque les industriels n'ont que ça à la bouche et l'Europe ne protège pas les productions locales et donc on parle beaucoup d'environnement, mais c'est le cas pour le pois chiche, la lentille, qui sont des cultures qui ont été lancées dans ces régions-là pour remplacer le colza en fait, hein, qu'ils n'arrivaient plus à faire et finalement pour des coûts très faibles, encore l'exemple de l'année dernière d'un partenaire, pour 5 centimes d'euros, Intermarché a préféré acheter 10 000 tonnes aux Canadiens plutôt que de les acheter à ses producteurs locaux, hein, et ça c'est quand même une honte au final, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune défense à ce niveau-là. Si on revient aux aléas justement, qu'en est-il des assurances des agriculteurs? Comment sont-ils protégés? Alors j'ai fait une vidéo dédiée sur ce sujet-là, vous pourrez la regarder si vous le souhaitez. Mais bon, aujourd'hui, le président Macron a dit qu'en 2023, l'État allait intervenir pour aider financièrement, en tout cas en cas de dégâts, en tout cas à financer une partie des dégâts, puisqu'aujourd'hui on est dans un système qui devient inassurable et ça c'est un constat très grave, c'est-à-dire que l'agriculture ne dégage plus assez de revenus pour permettre d'être assuré. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il n'y a pas de mise d'argent de côté, il n'y a pas assez de marge dégagée, et donc c'est un risque qui devient inassurable. Et les assureurs le savaient au départ, mais comme il y avait une subvention européenne sur les assurances actuelles, ils se sont dit on va pouvoir se faire de l'argent assez facilement, pas de chance. Pendant plusieurs années, il y a eu des dégâts importants, 2016, 2018, etc., qui ont conduit à des interventions des assurances et finalement, ils équilibrent tout juste les comptes, en tout cas c'est ce qu'ils disent, même si les assurances aléas climatiques ont doublé pour les agriculteurs depuis 2016. Aujourd'hui, une ferme de 100 hectares, c'était 6 000 euros en 2016, aujourd'hui c'est 12 à 13 000 euros minimum, pour assurer, je le rappelle, un rendement, une moyenne de rendement quinquennal, qui s'il y a des aléas, bah, ces rendements moyens sont de moins en moins élevés, et pourtant l'assurance augmente en comparaison du double, donc c'est quand même anormal. Et avec une franchise de plus de 25%, certains partenaires sont même à 30% de franchise pour limiter les coûts de l'assurance, mais aussi finalement pour avoir un remboursement en cas d'intervention qui correspond tout juste à faire fonctionner les gens qui nous entourent, c'est-à-dire à payer éventuellement ce que l'on doit et encore. Donc c'est pas une protection pour l'agriculteur. Et il y a aussi la non-obligation de ces assurances qui peut poser réflexion. Alors après, on ne peut pas obliger des collègues à s'assurer s'ils n'en ont pas le besoin. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait que ce ne soit pas obligatoire fait que les seules régions qui s'assurent, finalement, mettent dans le pot commun, alors que c'est eux qui subissent les dégâts. C'est un peu ce qui se passe. Là, il y a des régions cette année, ils vont faire une excellente moisson, quand les régions intermédiaires comme nous ont déjà des impacts climatiques qui vont peut-être même, dans certains cas, chez certains, déclencher les assurances aléas climatiques qui rembourseront, je vous le disais, donc une somme déjà très tardivement, presque 1 an plus tard, ce qui n'est pas possible dans une gestion d'entreprise d'aujourd'hui, surtout avec tout ce qui a avancé
pour les années futures. Donc en tout cas, à la fois c'est un problème qui n'est pas résolu et qui ne le sera peut-être pas si l'État n'est pas ambitieux et donc ça va demander de l'argent public, ce qui n'est jamais satisfaisant. Et le point le plus important à mon avis, c'est de se rendre compte que l'activité agricole ne dégage plus assez de rentabilité, puisque tout le monde autour se charge de la pomper, c'est une réalité, qu'on verra encore plus en 2023, et qui fait que justement ce risque devient inassurable et il n'y a même pas de mise d'argent de côté par les agriculteurs lors des bonnes années, puisqu'il n'y a plus ces bonnes années excédentaires comme nos parents ou grands-parents ont pu le connaître. Alors, revenir aux aléas climatiques, mais cette fois sur le sol, ce sera le dernier sujet. Quel est l'impact finalement des aléas climatiques sur la vie biologique des sols ? Pour moi, c'est sous-estimé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui à chaque fois me hante un petit peu quand je vais voir les sols. Des gens n'observent pas les sols quand il fait des conditions comme on a depuis mars-avril. Moi, je vois beaucoup de gens qui communiquent sur le fait qu'ils vont faire des profils et tout. Bon, c'est très bien, c'est vendeur, ça fait peut-être venir des agriculteurs à s'intéresser à ce qu'ils font ou ce qu'ils vendent. Mais en réalité, on n'observe pas les sols en dehors de périodes où l'humidité est à peu près cohérente pour une observation juste du sol. Sinon, les interprétations sont complètement faussées. On a des pays qu'on cite en exemple pour l'agriculture de conservation qui sont les pays d'Amérique du Sud. Pourquoi? Parce qu'ils ont une saisonnalité très faible, ils ont plutôt une homogénéité tout au long de l'année avec beaucoup de pluviométrie, des ambiances plutôt avec des hygrométries fortes et pas de froid évidemment. Donc ça contribue à une activité biologique intense tout au long de l'année. Ce qui n'est pas le cas en Europe où finalement on avait 4 saisons assez marquées qui sont devenues 2 saisons, une sèche, une humide, enfin quand ça se passe à peu près bien. Et finalement on avait déjà des sols qui en Europe fonctionnaient 4, 5, 6, 8 mois par an, mais pas les 12 mois comme les pays qu'on cite en exemple. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'en agriculture de conservation, on remplace entre guillemets le travail du sol par l'activité biologique, par les 10 tonnes d'êtres vivants qu'on espère tous avoir, qui soient dynamiques, répartis entre les champignons, les bactéries, les protozoaires, les vers de terre, les insectes, etc. Donc ça fait énormément de monde à nourrir déjà, ça fait énormément de monde qui doit avoir les conditions de vie. Et quand on voit les sols depuis plusieurs années, pour avoir fait des profils à des périodes après sécheresse notamment, j'ai pu voir des animaux du sol très profondément, pour la macrofaune, qui descendaient très profondément, se protéger, se mettre pour certains en diapause, d'autres mourir, ça c'est la réalité aussi. Des champignons qui forment des gangs aussi de protection, donc ils ne travaillent plus, ça ressemble à des moisissures dans le sol, ça fait vraiment un tapis sur le profil, et ça, ces champignons-là, pendant ce temps-là, ils ne travaillent plus, voire ils finissent par mourir. Alors ça dégage de l'azote derrière sur les cultures, mais si vous voulez, un assèchement excessif comme ça, c'est que l'eau, au fond, perd ses eaux de constitution, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la partie intrinsèque, comme nous, on contient 5 à 6 litres de flotte, au final, c'est presque vital, c'est pas de l'eau disponible pour les plantes. Et là, les pluies qu'on a eues récemment n'ont servi qu'à remettre cette eau de constitution pour que les sols reprennent, entre guillemets, une constitution. Donc ce n'est toujours pas de l'eau disponible pour les plantes, enfin, au-delà de 25, 30, 40, 50 mm. Donc c'est une réalité technique et qui pourrait interroger sur l'avenir de l'agriculture de conservation. Il va falloir avoir des adaptations beaucoup plus fortes que ce qu'on peut voir à droite à gauche. On voit beaucoup de gens en fait pomper des informations de choses que l'on faisait il y a 25 ou 30 ans sur les couverts par exemple, les semer très tôt derrière la batteuse, etc. Pour nous, depuis déjà plus de 10 ans, on trouve que c'est dépassé. Ça n'est pas adapté à la réalité du contexte climatique, de la réalité des sols. Un sol qui est desséché après la moisson, on ne va pas aller lui remettre une plante pour encore accentuer le phénomène. Alors si l'assèchement est une source de structuration des sols, c'est un fait, mais l'assèchement excessif est inversement négatif pour le sol. Alors pour terminer, je dirais aussi que certains ont présenté des photos ou des vidéos en disant voilà, il y avait des fentes de retrait très fortes. Alors les fentes de retrait, c'est lorsque ça se fissure dans le sol du fait de la sécheresse, vous connaissez ces images-là. Certains voient ça comme quelque chose de positif, après la moisson, on pourra ne pas réparer nos sols, etc. Alors là, c'est complètement faux, techniquement c'est une aberration, au contraire. Plus une argile a une capacité de retrait comme ça, c'est qu'elle a une surface interne importante, et plus elle a une force dans l'autre sens de gonfler aussi dès qu'il pleut, donc d'annuler déjà l'effet ouverture-fermeture, ça c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est que la fente de retrait peut des fois descendre jusqu'à 1 mètre, 1,50 m, évidemment on fait fuir le CO2, ce qui est quand même problématique. On fait fuir l'humidité, les animaux vont mourir ou descendre encore plus profondément, donc en fait ça stérilise le sol plus que ça l'améliore, c'est une réalité. Donc en fait ce qui compte dans la porosité, dans la restructuration du sol, c'est que le relais des racines qui restent les meilleurs performeurs pour améliorer, prendre l'eau du sol, échanger des minéraux avec le sol et donc stimuler toute une faune qu'on appelle la rhizosphère autour des racines et donc commencer à créer les petits trous biologiquement qui sont faits que par la biologie et qui vont stocker l'eau plus tard. Ça, c'est ça l'intérêt de la mise en place des plantes, mais ça on peut le faire plutôt dans l'automne-hiver que de le faire tout de suite derrière la moisson. Donc ça, on aura l'occasion d'en parler dans une vidéo dédiée. Mais vous voyez, le climat a des incidences à la fois sur des pénuries de plantes, à la fois sur la protection des entreprises agricoles et à la fois sur la vie de nos sols et donc finalement sur l'environnement.
Et je conclurai en disant que maintenant les aléas, tout le monde en est bien conscient, que c'est quelque chose qu'on voit, un changement climatique. Si ceux qui vivent avec la nature le subissent déjà depuis une quinzaine d'années, le ressentent, et on fait beaucoup d'adaptations, la société, elle, a-t-elle vraiment fait des adaptations? Il devait y avoir un avant et un après Covid, et on a bien le sentiment que tout repart en version même XXL. On était en 5e, et là, visiblement, on a mis le 6e rapport. Réservation des avions prises, trafic routier excédentaire dans tous les pays, etc., etc. On continue d'aller pomper des éléments, des minéraux pour cette croissance infinie. Et on s'attaque sans arrêt qu'à l'agriculture, alors qu'en réalité, c'est sans doute elle la réponse pour demain. Et c'est pas forcément avec les arguments, les petits arguments qui sont trouvés, qu'on va vraiment améliorer les choses. Il faut que ce soit une prise de conscience de l'ensemble de la société et pas uniquement des quelques-uns qui travaillent avec la nature et qui, je le rappelle, sont les premiers à la subir. Voilà. Ben écoutez, je vous dis à très bientôt, puis je vous souhaite à tous une bonne journée.